Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On retrouve notre invité préféré pour parler de YouTube, Tristan de Feuillet Vang, et on va voir quel est le bon rythme pour publier, les formats qui vont fonctionner, les petits hacks pour gagner des abonnés et enfin comment se structurer dans sa stratégie de contenu pour pas y passer trop de temps. Tristan, quel est le bon rythme pour publier sur YouTube ? Globalement, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même être régulier. La fréquence classique, c'est globalement une fois par semaine pour la plupart des YouTubeurs qui font des vidéos qui nécessitent pas des mois de tournage en prod. Une fois par semaine, c'est mon rythme aussi et c'est là où je me sens bien. Donc ça fait une 50aine de vidéos à l'année. Mais si vous faites des vidéos plus quali, de ce côté-là, il y a beaucoup de YouTubeurs pareil qui sortent 1 ou 2 ou 3 vidéos dans le mois. Autant que à l'inverse, si c'est plus des vlogs et des trucs sans montage et des trucs plus one shot qui nécessitent pas forcément de travail d'édit, ça peut même être une vidéo par jour si vous le sentez. Donc vous commencez un rythme, c'est comme un programme de muscu, il faut s'y tenir. Si vous commencez une fréquence, il faut la maintenir. Et ce serait quoi tes petites astuces du coup pour faire grimper le nombre d'abonnés maintenant qu'on a trouvé notre niche, en tout cas notre sujet, qu'on a commencé à se faire une petite audience, qu'on a testé plein de choses? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre le fameux effet boule de neige? C'est quoi? C'est les 1000 premiers abonnés, je crois, qui sont durs à atteindre et après ça va un petit peu plus vite? Je pense que ça va jamais vraiment trop vite, encore moins sur YouTube parce que c'est la plateforme la plus complexe pour avoir de la viralité. Clairement, si vous voulez avoir le plus d'abonnés le plus vite possible, commencez pas YouTube. Par contre, si vous voulez créer quelque chose de long terme qui va rester qualitatif même dans 10 ans, qui va se référencer dans le temps avec des tags, avec du SEO, bah là ça peut être intéressant YouTube. Et honnêtement, il y a vraiment pas de recette miracle. Il y en a plein pour plein d'autres petits réseaux. Tu vois, si on est sur Insta, je te dis vas-y défonce les reels, un reels par jour, n'importe qui va prendre des abonnés. Si on est sur TikTok, pareil, je peux te dire de faire des suites, de faire des trucs un peu putaclic entre guillemets. Sur YouTube, en 2022, à part la régularité, la détermination, l'acharnement, parce que vraiment YouTube ça fait vite le tri. On voit beaucoup de gens arriver, être très chaud sur un an et puis après faire une sorte de burn-out, de manque de motivation ou de drive, et en fait on les voit plus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ils reviennent un peu, puis ils repartent un peu. Il y a que les gens qui sont vraiment passionnés de la plateforme, qui sont prêts à se manger des mois de travail sur une vidéo qui va bider, et à l'inverse une vidéo faite beaucoup plus à l'arrache qui va exploser. Il faut savoir se manger tous ces petits obstacles là, revenir toujours déter. Donc j'ai envie de dire détermination, régularité, compréhension de pourquoi ça marche pas, analyse des stats, mais sans non plus devenir un IA et tout vouloir optimiser par rapport à l'algorithme. Ça reste une plateforme d'échange et de partage. Pas oublier ce côté humain qui, à mon sens, se perd de plus en plus sur YouTube parce que tout le monde cherche à rentabiliser, comme tu l'as dit, et bien sûr, on essaye tous de vivre avec les réseaux et c'est cool, mais faut pas oublier que on s'adresse à des humains et c'est des gens comme toi et moi en fait. Quand même des petites astuces à partager pour nos auditeurs de façon pratico-pratique. Déjà les shorts, moi j'ai vu un impact de ouf sur ma chaîne. Depuis que j'ai commencé mon challenge short, je suis à 1830, donc en 1 mois, j'ai doublé le nombre d'abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui nous écoutent, j'en avais parlé sur LinkedIn, j'avais partagé toutes mes statistiques, je vous mettrai ça dans les ressources de l'épisode. Mais en fait, quand j'ai commencé mon challenge short, c'est-à-dire mettre en valeur tous les contenus de ma chaîne, faire du repurposing, donc réexpliquer ce que j'avais sur la chaîne, reprendre des commentaires, mettre en place en fait une thématique un petit peu d'activation quotidienne, j'ai vu un résultat dramatique et pourtant mes shorts n'ont pas fait beaucoup de vues. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais moi mes shorts, je fais une 40aine de vues. En fait, l'effet qu'ont eu les shorts moi sur ma chaîne, c'est que non seulement beaucoup plus de gens se sont abonnés parce que pour la première fois j'ai fait des call to action, ce que je ne fais pas du tout sur mes vidéos qui sont en général des lives. Et puis deuxièmement, ça m'a augmenté ma découvrabilité sur toutes les vidéos de ma chaîne, tout simplement parce que comme j'ai été mise en avant par l'algo, et pour la première fois il s'est dit tiens, il se passe quelque chose et en fait je me suis rendu compte que les gens pouvaient enfin passer d'une vidéo à l'autre. Donc voilà, les shorts pour moi c'est une super bonne pratique et ça vous permet à la fois d'augmenter la découvrabilité et à la fois votre acquisition de nouveaux abonnés.
Autre chose pour moi qui a eu beaucoup d'impact sur ma chaîne, c'est la vélocité. Et on en parlait dans l'épisode sur Instagram où on parlait de mass content, donc de produire énormément. En fait, aujourd'hui, la fréquence de publication, ça a encore plus d'impact que la régularité. Et notamment, moi, quand j'ai commencé à brancher mes épisodes de podcast à ma chaîne YouTube, et du coup que j'ai commencé à poster non plus une vidéo par semaine, mais presque une vidéo par jour, en fait, j'ai vu aussi une croissance monstrueuse. Pour ceux qui nous écoutent, deuxième petite astuce pour aller gagner des abonnés, la vélocité de post, ça a également de l'impact. Voilà, que ce soit sur les shorts ou sur des contenus que vous pouvez plugger facilement. Comme moi, par exemple, avec le podcast, j'ai mis une petite automatisation qui permet à chaque fois qu'il y a un épisode de podcast de mettre en ligne la vidéo automatiquement. Donc, ça demande pas d'effort et ça vient un petit peu booster l'algo. Si je peux vous donner une troisième astuce, du coup, ce serait en termes SEO. Oubliez pas de bien mettre les tags sur vos publications et notamment, vous pouvez utiliser des petits outils comme TubeBuddy qui vous permettent aujourd'hui, en fait, d'aller chercher les bons tags, les bons trous dans la raquette, les bons mots-clés de longue traîne, comme on dit, un petit peu spécifiques qui vont vous permettre d'absorber davantage de trafic et de gagner en découvrabilité via le moteur de recherche interne, que ce soit sur YouTube ou plus globalement sur Google. Dans cette tips-là, un petit peu SEO et tag, vous pouvez pas mal exploiter aussi la description, les chapitres dans la description. Donc en fait, quand tu mets une vidéo, tu as la possibilité de séquencer en fait ta vidéo et d'en faire plusieurs chapitres qui font que tu donnes un nom à un chapitre de ta vidéo et ce nom-là va se référencer directement en tant que mot-clé sur Google. Donc imaginons que dans ma vidéo du van, j'ai une partie sur les roues. Donc j'ai marqué les roues de mon van. Bah, en gros, du coup, si tu tapes les roues de van sur Google, il y a moyen que en fait Google t'amène exactement sur cette partie-là de ma vidéo. C'est un petit peu un tag V2 pour ceux qui utilisent déjà les tags et TubeBuddy ou vidIQ. Et ben ça permettra un peu de level up ce game-là avec des descriptions bien complètes. Trop bien. Et pareil pour les titres de vos vidéos. Allez, c'est parti, on se fait un épisode sur le SEO. Pour les titres de vos vidéos, pensez à la commande vocale qui prend de plus en plus d'ampleur dans les requêtes de recherche. Et du coup, n'hésitez pas à mettre des titres de vidéos en question. Alors, bien sûr, si ça ne s'y prête pas du tout, ne le faites pas. Mais en fait, aujourd'hui, vous allez absorber beaucoup plus de requêtes si votre titre est une question, tout simplement parce que la commande vocale prend de plus en plus d'ampleur et du coup, on pose de plus en plus des requêtes sous la forme de questions. Puis, c'est aussi assez inclusif. Sur les descriptions, Tristan, est-ce que tu as des petits tips pour faire tomber des commentaires ou faut mieux mettre ça dans la vidéo? Comment est-ce qu'on fait un peu pour booster son engagement? Sur la description pure, personnellement, moi, je l'utilise plus pour du SEO qu'autre chose. Donc, je dirais d'être assez intelligent sur le mix de mots utilisés dans la description, dans le titre et dans les tags, parce que les trois se rejoignent en fait pour former un score SEO qui va du coup positionner la vidéo sur YouTube et Google. Personnellement, à part utiliser, comme ce que je t'ai dit juste avant, les chapitres dans la description, je vois pas de super moyen d'optimiser ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cachent des mots et qui jouent sur la description, mais truc vraiment pour optimiser, à part ce que je viens de t'énoncer, je vois pas. Tu m'amènes une question intéressante. Les sous-titres augmentent le watch time, vrai ou faux? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu sous-titres tout? Comment est-ce que tu sous-titres? Parce que c'est tellement chronophage. Ouais, alors perso, moi je fais appel à une boîte indépendante de sous-titres. Donc c'est de la traduction de mes vidéos en anglais principalement. Moi, au niveau des stats, que c'est pas ultra rentable, mais je le fais juste parce que j'ai plein de potes US. J'ai envie de me dire que vas-y, si je rencontre un carry, bah il peut checker mon contenu. Je pense pas que ça apporte en termes d'algo. Dans le doute, je le fais. Je saurais pas te dire encore, ça fait 1 an que je fais ça. J'ai pas mal grossi, mais je saurais pas te dire est-ce que c'est dû à ça ou pas. À mon sens, ça joue pas énormément, mais c'est plus en mode si vous avez une commu ou une clientèle qui peut avoir un intérêt à avoir des sous-titres, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Après, sous-titres de la même langue, ça j'utilise énormément et ça c'est plus pour stimuler le viewer et faire que naturellement quand il va voir une phrase et qu'il va lire cette même phrase, bah, ça va le stimuler et auditivement et visuellement. Intéressant. J'avais juste la stat sur LinkedIn que tu vois les vidéos qui sont sous-titrées augmenter de plus de 50% le watch time, donc c'est énorme. Mais après tu vas pondérer parce que t'es sur LinkedIn en général au bureau, donc c'est des contextes où t'as pas intérêt à mettre le son, c'est pas du divertissement. Donc je me rendais pas compte que sur YouTube c'était le même impact. Ouais, globalement, je sais que Facebook, c'est pareil parce que c'est des vidéos qui démarrent souvent sans le son et du coup, naturellement, des sous-titres, ça peut aider. Après, YouTube, c'est quand même une plateforme sur laquelle on va plus pour regarder des vidéos à la base. Ça doit jouer, honnêtement, mais ça doit être minime. Avant de te laisser, question pratico-pratique. C'est quoi ta stack idéale pour YouTube? Quels sont les outils que tu utilises, tes outils préférés, quels qu'ils soient, et ton matériel?
Ma boîte à outils magique de youtubeur, j'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup de regard sur ce qui se fait à l'étranger, parce que à mon sens, on est un peu en retard dans le YouTube Game France. Donc le premier outil de ma boîte à outils, ce serait un smartphone connecté au YouTube des autres pays pour voir ce qui se passe là-bas. Le deuxième, ce serait un bon setup, pas non plus quelque chose qui coûte des millions, mais simplement quelque chose de qualitatif. Le monde est habitué à une qualité auditive et visuelle qui est quand même assez élevée. Et après, plein de petits tips d'optimisation, comme tu as cité tout à l'heure, que ce soit TubeBuddy ou vidIQ, être intelligent dans tout ce côté description, tag, titre, miniature. Et ce que j'expliquais sur l'algorithme, optimisation du montage pour perdre le moins de temps possible, le moins de viewers possible, grappiller le moindre pourcentage de rétention d'audience possible. Voilà, globalement, dans ma trousse de youtubeurs, voilà ce qui se passe. Et pas mal de mouchoirs aussi pour essuyer les larmes des vidéos qui bident quand vous aurez mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dessus. N'oubliez pas les Kleenex. Justement, tu nous as dit les vignettes, tout ça. Il y a quand même pas mal de prod derrière une vidéo YouTube. Donc, pour les sous-titres, tu nous as dit que tu passais par une boîte indépendante. Pour les vignettes, est-ce que tu fais ça sur Canva? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu sous-traites aussi? Je fais appel à des graphistes pour ça, graphistes indépendants qui connaissent l'ADA de ma chaîne, que je dirige avec eux du coup. Donc sur chaque vidéo, j'ai un thème, j'ai une idée, on en parle ensemble, on brainstorm ensemble. Des fois ça prend 5 minutes, des fois ça prend 3 heures. C'est vraiment quelque chose d'important sur YouTube, donc je conseillerais d'y passer pas mal de temps. Ouais. Aujourd'hui, sur une vidéo YouTube, tu nous as dit que tu en sortais une par semaine, en moyenne, grosso modo. Ça te prend combien de temps à produire et potentiellement combien de budget, si tu devais faire une moyenne? C'est très hétérogène parce que, comme dit, j'ai autant de vidéos où je grimpe le Mont Blanc que je suis attaché sur les ailes d'un avion, que je vais simplement apprendre à faire un salto. Je peux avoir des vidéos qui vont me coûter 5 000 € à produire, je peux avoir des vidéos qui vont me coûter littéralement 100. Du coup, en average, je te dirais que si on compte tous les frais de production, si on compte tous les frais de tournage et tout ce qui est lié à l'organisation d'un tournage, lissé à l'année, moi je dois être aux alentours de 1000, 1500, peut-être 2000 € maximum par vidéo, tout compris. Je compte pas les salaires des gars là-dedans, mais à l'année, vu que je fais des projets un peu fous, ça revient vite assez cher. Mais voilà, maintenant que ça fait longtemps que je suis là, j'ai commencé forcément avec les moyens du bord et on n'est pas obligé d'investir des milliers et des cents pour produire du qualitatif. Et en termes de temps, je suis quasiment tout le temps à flux tendu. J'ai envie de te dire, ça me prend bien 7 jours pour produire une vidéo, la tourner, la monter. Voilà, c'est une moyenne, tu vois. Genre là, sur le speed riding, je suis sur une semaine de tournage déjà. Donc tu comprends qu'il va y avoir une semaine de tournage, une semaine de montage. On va déjà plus être sur 2 semaines pour cette vidéo que 7 jours. J'ai encore une dernière question et je te laisse continuer ta van life de digital nomade. En fait, je me disais en termes de diffusion, justement, pour rentabiliser tout ce que tu mets à produire ces vidéos qui sont aujourd'hui quand même ton core business. Qu'est-ce que tu as comme autre média à part YouTube et est-ce que tu les mobilises pour créer des synergies? Moi, je sais que par exemple, pour mon podcast, j'injecte à fond du jus depuis LinkedIn, qui est mon gros canal. Je repurpose aussi sur Instagram. Est-ce que toi, tu as mis en place une stratégie de contenu comme ça ou en fait, t'en as plus tellement besoin aujourd'hui? Ouais, à la base, en fait, j'ai exploité énormément le crossover entre les réseaux. Insta, Facebook, YouTube, un petit peu de Snapchat, un petit peu de TikTok, mais c'est pas exploité. Donc, on focus sur ces 3. Perso, je suis un vrai amoureux, un vrai passionné de YouTube à présent. J'ai grandi sur Instagram, mais ça permet pas d'exprimer assez la créativité, les projets plus concrets, plus complexes, plus pro. Donc, je suis beaucoup plus tombé in love de YouTube et du coup, je focus beaucoup plus là-dessus à un tel point que je délaisse même un peu les autres réseaux. Donc, tu vois, j'ai un gros Insta certif avec du monde dessus, mais ça dort un petit peu. Je pourrais faire beaucoup plus d'OP si j'étais beaucoup plus actif dessus, mais ça me passionne tellement plus, si tu veux, cette créativité sur YouTube, et c'est tellement plus dur. Demain, tu veux la facilité sur les réseaux, tu vas sur TikTok. Si demain tu veux le côté long terme et tu veux te casser la tête et tu veux vraiment créer quelque chose de stable, mais qui va prendre du temps à créer et qui va être pro et tout ça, qui même dans 10 ans sera toujours relatable, et ben tu pars sur YouTube. Voilà, perso, ça me plaît beaucoup plus. Donc en premier, c'est YouTube. En deuxième, il y a un petit peu d'Insta et je m'en sers pour rediriger. Tu vois, quand je sors une vidéo, je mets des compteurs, je mets des stories en mode yo les gars, là il y a une vidéo qui vient de sortir, posez votre dos ici, allez directement sur la vidéo. Mais je fais beaucoup de redirection surtout. Je pourrais exploiter le truc beaucoup plus en faisant des jeux concours d'une plateforme à une autre, en faisant des j'en sais rien, si là on atteint tant d'abonnés sur YouTube, je vous fais gagner tant d'argent sur Insta ou un truc comme ça, etc. Perso, fan de YouTube, je focus sur ça. Ouais, clairement. Je pense aussi que ça, c'est important au début, le temps de développer ta communauté, et que l'avantage d'une communauté, c'est qu'en fait, la viralité prend d'elle-même. Donc, à la fin, t'as plus trop qu'à focus sur ton contenu et garder la qualité de ce que tu produis, ce qui est déjà un sacré challenge pour tenir sur le long terme. Mais en tout cas, hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que je me disais à quel moment il envoie du jus et où, parce qu'il y a une question de temporalité qui joue aussi sur les algorithmes. Merci pour cet épisode. Tu nous as partagé plein de pépites. J'ai adoré qu'à la fin, tu nous
rappelle qu'en fait, YouTube, c'est vrai que c'était un peu ton core business. Et puis que surtout, tu nous as encore évoqué l'idée hyper importante dans ce podcast que le contenu, c'est pas une dépense, c'est un investissement. En fait, c'est une croissance sur laquelle vous investissez maintenant et qui va travailler pour vous sur le long terme. Donc voilà, ça vaut plus le coup d'investir dans du bon contenu que de faire des dépenses en publicité. Allez-y cette année, lancez-vous. YouTube, c'est pas fini, ça vient de commencer. Et merci beaucoup Tristan. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des remerciements pour l'épisode, te poser des questions pas reloues, connecter avec toi, venir t'aider dans tes futurs projets? Écoute, pour tous ceux qui sont intéressés par mes petites expérimentations et apprentissages, ça se passe sur YouTube. Du coup, en tapant simplement Tristan. Si je fais bien mon taf, je devrais être référencé. En principe, c'est bon. Non, sur ça, c'est bon. J'ai la chance de pas m'appeler Arthur ou Kevin. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Et sur Insta, c'est Tristan de feuille avant. Du coup, Tristan avec un D juste après, vous trouverez directement. Ça vous fait plaisir d'en aider certains. Si besoin de quoi que ce soit, je fais aussi des coachings en ligne sur plein de sujets divers et variés. À la base, c'était du sport, mais j'ai de plus en plus de personnes qui débarquent justement pour me dire ouais, je veux être youtubeur, je veux que tu me prennes sous ton aile, comment on fait, donne-moi des conseils. Et s'il y en a qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin, j'en profite pour faire ma pub chez Kero, tu vois. T'as complètement raison, parce que c'est vrai que tu vois sur TikTok par exemple, il y en a qui ont lancé la TikTok Academy. Moi j'ai trouvé ça hyper cool parce que tu vois, j'ai été formée super rapidement. Forcément, quand t'es dans la formation, t'as trop envie de dépenser des sous dans la formation parce que tu sais à quel point ça peut changer ta vie du jour au lendemain pour pas très cher. Clairement, merci Tristan. On mettra les liens nécessaires dans les ressources de l'épisode pour pouvoir te retrouver, booker un meeting avec toi ou voir ton site internet. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition 2. Je pense qu'on a bien compris au terme de cet épisode à quel point il est essentiel de se structurer parce que finalement, percer sur YouTube, c'est également pérenniser sa présence sur YouTube dans le temps. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.